Après avoir disparu sans laisser de traces, la Malaisie relance une nouvelle fois la recherche du vol MH370. Le gouvernement malaisien collabore pour la deuxième fois avec l'entreprise américaine Ocean Infinity, offrant une récompense pouvant atteindre 70 millions de dollars pour toute découverte significative de débris. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis la mystérieuse disparition du MH370, emportant avec lui 239 personnes à bord. Les familles attendent toujours des réponses, accrochées à l'espoir d'une forme de clôture. Après 2 recherches infructueuses couvrant plus de 120 000 km² de fonds marins, le nouvel effort se concentrera sur une zone de 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. La disparition du Boeing 777 est entourée de tant de questions sans réponse et de théories sans fin, que nous explorons plus loin dans cette vidéo, qu'il est presque impossible d'en parler sans spéculer. Mais d'abord, pour comprendre pourquoi il a été si difficile de le retrouver, revenons à ce qui s'est passé cette nuit-là, lorsqu'il a disparu. Le 8 mars 2014, le vol MH370 se prépare à décoller de l'aéroport international de Kuala Lumpur. Le vol 370 de Malaysia Airlines est un vol quotidien de Kuala Lumpur, Malaisie, à destination de Pékin, Chine. À bord se trouve le commandant de bord Zahri Ahmad Shah, un pilote vétéran de la compagnie aérienne avec plus de 18 000 heures de vol, et le copilote Farik Abdulhamid, avec 2813 heures de vol, dont 39 sur le Boeing 777. Voyagent également 10 membres d'équipage et 227 passagers. L'avion transportait 49 100 kg de carburant, suffisant pour voler pendant 7 heures et 31 minutes, de quoi atteindre Pékin ou se dérouter vers un autre aéroport proche. Il transportait également des équipements électroniques, 4,5 tonnes de mangoustan, un fruit tropical, et 221 kg de batteries lithium-ion. Ces batteries étaient emballées conformément aux normes de sécurité, bien que certains experts aient débattu de leur possible implication dans la disparition. À minuit 27, le contrôle aérien d'Alumura approuve la demande de poussée et de mise en route du MH370. À minuit 42, le vol 370 reçoit l'autorisation de décoller de la piste 32 litres. 25 minutes plus tard, le MH370 envoie son dernier message à Kars, le centre des opérations de la compagnie aérienne, juste avant de quitter la péninsule malaise. Ce système transmet automatiquement des données moteurs et des informations de vol vers des stations au sol. Moins d'une heure après le décollage, l'avion survole la mer de Chine méridionale à une altitude de 35 000 pieds. Le vol 370 est alors invité à contacter le contrôle aérien de Ho Chi Minh au Vietnam à l'approche du point de passage Igari, alors qu'il se dirige vers le point Vito. Le MH370 établit un contact radio avec Kuala Lumpur à 1h19 et 30 secondes. Ce fut la dernière fois que le contact fut établi avec le MH370. Moins de 2 minutes après cette transmission, l'avion disparaît brutalement des radars. Le mystère commence alors. Un pilote d'un autre appareil tente de contacter l'équipage du vol 370 à 1h30 via la fréquence internationale de détresse aérienne, mais ne perçoit que des chuchotements et des interférences. Tous les avions modernes sont équipés d'un dispositif appelé transpondeur, qui transmet des informations telles que l'identification, la position et l'altitude de l'appareil au contrôle aérien. Celui-ci utilise ces données via un radar secondaire pour suivre les avions. Lorsqu'un avion disparaît des écrans radars, cela peut s'expliquer soit par une panne du transpondeur, soit par une désactivation volontaire de celui-ci. Après que le vol est entré dans l'espace aérien vietnamien, la Malaisie cesse de suivre le MH370. 6 minutes seconds sans communication. Le contrôle aérien vietnamien contacte alors ses homologues malaisiens pour demander où se trouve l'avion, car il n'a pas effectué le check-in prévu lors du transfert. À 3h30, Malaysia Airlines confirme que le vol MH370 a disparu. Le matin suivant, les opérations de recherche commencent dans la mer de Chine méridionale, là où l'avion avait été vu pour la dernière fois sur le radar civil. Malgré une recherche approfondie, aucun débris ni survivants ne sont retrouvés. Lorsque le transpondeur a cessé de fonctionner, le radar militaire malaisien a continué à suivre le MH370, observant un virage vers l'ouest, traversant la péninsule malaise, puis se dirigeant vers le nord à travers le détroit de Malacca. Au début, ce changement de trajectoire semble être une réponse à une urgence, les pilotes essayant probablement de rejoindre un aéroport proche pour un atterrissage d'urgence. Cependant, aucun message de détresse n'a été transmis au contrôle aérien.
La dernière détection du radar militaire malaisien a lieu à 2h22, alors que l'avion passe le point de référence Y à une altitude de 29 500 pieds. Après 7 secondes disparition, cette fois des radars militaires, le MH370 se trouve toujours dans le champ de surveillance des radars d'autres pays. Mais plusieurs de ces pays hésitent à partager leurs données radar, craignant de révéler leurs capacités militaires. L'Inde déclare que son radar militaire dans les îles Nicobar était éteint en temps de paix. En Indonésie, les générateurs manquaient de carburant, ce qui a empêché le fonctionnement correct du radar à un moment critique où le MH370 aurait pu traverser la zone. Dans les jours suivants, des avions et des navires patrouillent intensivement le détroit de Malacca, la baie du Bengale et la mer d'Andaman du Nord, mais aucune trace du MH370 n'est retrouvée. Comme tous les avions modernes, le MH370 était équipé d'un terminal de communication satellite, appelé SATCOM, un système permettant à l'avion de communiquer via satellite plutôt que de dépendre uniquement du radar ou de la radio terrestre. Ce système est essentiel pour les vols au-dessus des océans, dans des zones éloignées ou sans couverture radar. Le SATCOM connecte l'avion à un satellite Inmarsat en orbite géostationnaire à 35 000 km au-dessus de la Terre. Le système s'était connecté au réseau avant le décollage. Mais à un moment donné, alors que le MH370 survolait la mer d'Andaman, la connexion SATCOM a été interrompue. 1h19 plus tard, le lien SATCOM est rétabli avec succès. Après la reconnexion, le terminal satellite de l'avion a répondu aux requêtes automatiques de statut envoyées chaque heure par Inmarsat pendant les 6 heures suivantes. Durant cette période, 2 appels ont été passés depuis la Terre à destination de l'avion, à 2h39 et à 7h13. Aucun de ces appels n'a reçu de réponse. La dernière requête de statut, suivie d'une réponse automatique de l'avion, a eu lieu à 8h10, environ 1h40 après l'heure d'arrivée prévue à Pékin. À 8h19, l'avion envoie une demande de connexion, suivie 8 secondes plus tard par une confirmation de la station terrestre. Il s'agit de la dernière transmission connue du MH370. À 9h15, Inmarsat envoie une autre requête, mais cette fois, l'avion ne répond plus. Cela suggère que le vol était à court de carburant et s'est probablement abîmé dans le sud de l'océan Indien. À partir de là, les enquêteurs s'appuient sur les données satellites pour estimer la position finale de l'avion. En analysant les signaux émis automatiquement pendant des heures, ils parviennent à estimer la distance entre le satellite et le MH370 à chaque instant, en se basant sur le temps de trajet des signaux. Grâce à ces calculs, les experts établissent 7 arcs de position possibles depuis lesquels les signaux auraient pu être émis. Après avoir étudié les données, les modèles de dérive et les estimations de portée du carburant, il est déterminé que la dernière transmission du vol MH370 provenait probablement d'un point situé sur le 7e arc, dans le sud de l'océan Indien. Les recherches sont donc redirigées vers cette zone. Dans les mois qui suivent la disparition, 19 navires et 345 vols militaires sont mobilisés pour explorer une zone de plus de 4,6 millions de kilomètres carrés. La phase finale de cette recherche comprend une étude bathymétrique et une exploration du fond marin à environ 1800 km au sud-ouest de Perth, en Australie. Les enquêteurs font aussi appel à des dispositifs d'écoute sous-marine appelés hydrophones, capables de détecter des sons sur plus de 1000 km dans des conditions optimales. Un exemple marquant de cette technologie est survenu lorsqu'un hydrophone de la marine américaine a détecté une grande implosion près de l'épave du Titanic à une distance de 1450 km. Cette détection a été déterminante pour localiser les débris du submersible OceanGate Titan. Des sons ont bien été enregistrés au moment de la disparition du MH370, mais leur origine ne correspondait pas à la dernière transmission satellite de l'avion. Des efforts ont également été entrepris pour détecter les balises de localisation fixées aux boîtes noires. Ces balises, alimentées par des batteries, émettent pendant environ 40 jours. Une recherche sonar du fond marin a été effectuée, mais aucune trace du vol 370 n'a été détectée. Les opérateurs ont finalement conclu que les chances de succès devenaient très faibles compte tenu de l'immensité de la zone à explorer. L'année suivante, la recherche du vol 370 devient l'opération la plus coûteuse de toute l'histoire de l'aviation. Mais aucun débris n'est retrouvé. Ce n'est qu'en juillet 2015, plus d'un an après la disparition, qu'un élément tangible est découvert. Un groupe de personnes tombe sur une grande pièce recouverte de coquillages sur une plage de l'île de la Réunion. Il s'agissait d'une partie de l'aile appelée flaperon. C'était la première preuve concrète que le MH370 s'était bien écrasé quelque part dans l'océan Indien.
Par la suite, plusieurs fragments supplémentaires sont retrouvés sur des plages du sud-est de l'Afrique. Parmi ces débris figurent une partie du volet de l'aile droite, un morceau d'aile, une section de l'empennage horizontal, un fragment du carénage moteur, des restes du carénage du guide de volet, ainsi qu'un panneau provenant d'un écran de dossier. Cela dit, seules 3 des plus de 40 pièces découvertes ont été officiellement confirmées comme appartenant au MH370. Aucune ne présente de signes d'explosion ou d'incendie. La recherche sous-marine du MH370 s'est poursuivie pendant plusieurs années jusqu'à sa suspension en début d'année 2017. La décision a été prise par les gouvernements de Malaisie, d'Australie et de Chine après une vaste opération couvrant 120 000 km² du sud de l'océan Indien, sans succès. Par la suite, la société américaine Ocean Infinity a lancé une recherche privée en 2018 utilisant des drones sous-marins dotés d'une technologie de pointe. Cependant, cette opération s'est également achevée en mai 2018 sans résultat. Des années après la disparition du MH370, la recherche a été relancée début 2025. Le gouvernement malaisien a approuvé une nouvelle opération menée, une fois de plus, par la société américaine spécialisée en robotique marine, Ocean Infinity. Cette nouvelle mission couvrira une zone de 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien, en se concentrant sur les zones proches du dernier point de communication connu de l'avion, près du 7e arc. Même si une récompense de 70 millions de dollars a été proposée à Ocean Infinity pour cette mission, l'accord est basé sur une clause, pas de découverte, pas de paiement. Cela signifie que l'entreprise ne sera rémunérée que si elle parvient à retrouver des débris significatifs. Qu'est-ce qui a changé cette fois, après 2 recherches ratées ayant couvert des zones bien plus vastes? Pourquoi Ocean Infinity est-elle convaincue de pouvoir désormais retrouver l'avion disparu? L'entreprise prévoit d'utiliser des technologies autonomes, de l'intelligence artificielle et de concentrer ses efforts sur des zones mieux ciblées. Contrairement aux opérations précédentes qui dépendaient principalement du sonar tracté par des navires, cette mission emploiera une flotte de véhicules sous-marins autonomes UGIN 6000, capables de scanner jusqu'à 6000 mètres de profondeur avec une résolution élevée grâce au radar à synthèse d'ouverture. Ces drones sous-marins opèrent de manière totalement autonome, couvrant de vastes zones plus rapidement et plus efficacement que les méthodes traditionnelles. Ocean Infinity déploiera également sa flotte Armada, de nouveaux navires de 78 mètres de long, nécessitant seulement 16 membres d'équipage au lieu des 40 ou 50 habituels, ce qui permet d'étendre la zone de couverture tout en réduisant les coûts. En plus, Ocean Infinity utilisera des navires sans équipage équipés de radars avancés qui serviront de plateforme air pour les drones sous-marins, reliés par des câbles ombilicaux. Ces navires seront pilotés à distance depuis le centre de contrôle basé à Southampton, au Royaume-Uni. Les opérateurs, installés dans des cabines ressemblant à des simulateurs de jeux vidéo, maintiendront la communication par satellite avec les navires situés à plus de 13 000 km. La phase 1 de la nouvelle recherche a débuté le 8 février 2025, lorsque le navire de recherche Armada 7806 d'Ocean Infinity a quitté Port-Louis, à l'île Maurice, en direction de la zone présumée du crash dans le sud de l'océan Indien. Après une traversée de 15 jours à travers l'océan Indien, l'Armada 7806 a déployé ses 3 véhicules sous-marins autonomes et a passé les 3 jours suivants à scanner une portion du fond marin situé à proximité du 7e arc. Bien que cette région ait déjà été explorée plusieurs années auparavant, Ocean Infinity espérait que le MH370 se soit abîmé dans une faille qui aurait pu être manquée lors des recherches précédentes. À l'aube du 28 février, l'Armada 7806 a mis le cap sur Perth, en Australie, afin de se ravitailler, après une première phase de recherche infructueuse. Le 6 mars 2025, Ocean Infinity est reparti de Perth pour reprendre l'exploration du fond marin. La phase 2 de la recherche s'est concentrée sur une zone située entre 50 et 90 km à l'extérieur du 7e arc, dans un territoire encore inexploré baptisé Zone Blel-Marchand. Cette région a été cartographiée par le capitaine Patrick Blel et Jean-Luc Marchand, après avoir mené une analyse approfondie de la trajectoire finale du MH370. Leur analyse suggère qu'après être tombé à court de carburant près du 7e arc, le MH370 aurait pu planer plus longtemps que ce que l'on pensait initialement, étendant ainsi sa portée et s'écrasant juste au-delà de la zone explorée en 2018.